Alors je commencerai par une citation que l'on attribue au philosophe Héraclite, au VIe siècle déjà, avant notre ère. « La santé de l'homme est le reflet de la santé de la terre ». Puis une seconde, de Jean d'Alembert, dans une lettre qu'il a écrite à Jean-Jacques Rousseau. « La morale est comme la médecine, beaucoup plus sûre dans ce qu'elle a fait pour prévenir les maux que dans ce qu'elle tente pour les guérir. » Alors l'idée, ça ne va pas être de faire l'exégèse de ces citations, mais d'introduire notre discussion d'aujourd'hui autour de la santé de demain, que l'on va décliner autour de 3 axes. Donc la santé préventive, la santé intégrative et la santé planétaire. Et pour ce faire, nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants. David Boels, docteur en pharmacie et toxicologue clinicien au CHU de Nantes et référent de l'axe santé-environnement à la faculté de Nantes. Bonjour, Véronique Mondin, infectiologue au CHU de Nice et actrice majeure du développement de la médecine intégrative au CHU à la faculté de Nice. Et enfin, Raphaël Weil, médecin en santé publique, t'es doctorant en économie de la santé, cofondateur des ateliers Mercure, et dans un groupe qui est un groupe de réflexion pluridisciplinaire qui s'intéresse particulièrement aux évolutions du système de santé français. Commençons de suite par un constat. Le secteur de la santé est un secteur prédominant, 11% du PIB en France, 9% de l'emploi en France, et pourtant, il souffre de quelques pathologies que nous avons identifiées et que nous voudrions lister rapidement. Premièrement, une part augmentante des pathologies chroniques dans les dépenses de la santé. Ça se reflète dans les dépenses de santé. Aujourd'hui, en 2022, 62% des dépenses de la santé proviennent des pathologies chroniques et ce chiffre ne va faire qu'augmenter du fait des perspectives démographiques avec le vieillissement de la population qui va de fait faire augmenter la part des pathologies chroniques. Deuxièmement, une crise, vous l'avez vu tout au long du module environnemental, auquel le système de la santé participe. Selon une étude récente faite par le think tank The Shift Project, 6 à 8% des émissions carbonées du pays proviennent du secteur de la santé. Et de plus, les pathologies résultant du changement climatique vont être donc en augmentation. Et donc, le secteur de la santé va devoir répondre à cela, mais il n'est peut-être pas encore prêt. Après donc ce constat, quelques définitions qui nous paraissent nécessaires. Oui, donc avant de commencer à discuter, je pense que c'est important de définir les termes, et je vais peut-être laisser la parole à Raphaël. Moi, j'ai trouvé une définition de la médecine dans le Larousse, donc ça permettra de rebondir dessus. L'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus et sur une définition peut-être plus globale de la santé en général ? Merci pour cette invitation. Pour les définitions, alors je ne connaissais pas cette définition de la médecine, mais elle me convient parfaitement. En général, dans les cours que j'ai l'occasion de donner, les premières définitions et distinctions que j'essaie de mettre en avant, c'est celle entre la santé et le soin. Souvent, on parle d'un système de santé et en fait, on se rend compte qu'on est très proche d'un système de soins, essentiellement. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, avec la distinction qui est la suivante. Le soin, c'est les actions qu'on met en œuvre pour restaurer la santé des individus lorsqu'elle peut être altérée par la maladie. Sauf que quand on prend la définition OMS de la santé, c'est un état complet de bien-être social, physique et mental. Voilà. Je devrais le savoir. Donc un état complet de bien-être physique, mental et social. Cette définition est donc un peu opposée, s'oppose à la notion de soins qui s'occupe de traiter des maladies. Et donc pour la définition de la santé, un système de santé, il s'intéresserait également à la préservation de la santé par notamment ce qu'on appelle la prévention et la promotion de la santé, qui sont deux aspects un peu distincts de tout ce qu'on peut faire en amont de la maladie pour éviter son apparition. Je vais rebondir de suite. Donc on a vu des pathologies dont souffre le système de la santé, des définitions, et maintenant on a peut-être besoin d'outils, puis de traitements pour soigner un peu le système de la santé. Donc en outil, on a identifié les déterminants de la santé. Et Raphaël, je vais encore te mettre à l'honneur. Est-ce que tu peux nous rappeler, donc pour ceux qui nous regardent, quels sont les déterminants de la santé, quelle est le part de l'environnement dans les déterminants de la santé, est-ce que les budgets de santé sont adaptés au pourcentage que tu vas mettre en évidence?
Oui, alors effectivement, il y a des travaux là-dessus sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de santé ou déterminants de santé. En fait, la plupart des travaux montrent, je pense, le premier point et le plus important, c'est le système de soins ou ce qu'on appelle le système de santé comme déterminant de santé. Il pèse, selon les publications que j'ai pu lire, mais il y en a peut-être d'autres. Je fournirai la référence là-dessus. Il se situe entre 10 et 20% de l'état de santé d'une population. Donc, quand on parle de l'état de santé d'une population, 10 à 20% de cet état de santé est déterminé par son système de santé ou son système de soins. Le reste se répartit, selon la définition qu'on leur donne, entre les questions d'environnement physique, ça va être la qualité de l'air, de l'eau, des sols essentiellement, et puis certaines expositions particulières. Ça va être plutôt autour de 10%. Mais c'est des moyennes, donc ça peut varier selon les pays, selon les populations, selon les communautés. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les comportements individuels, même si pour certains, ça a tendance à mettre la focale sur le côté individuel, alors que ça pourrait être impacté, y compris par des politiques publiques, mais on appelle ça quand même les comportements individuels. Donc évidemment, ça va être tout ce qui est tabac, alcool, d'autres types de toxiques ou des prises de risques. Et ça, on est autour de 30-40%. Et enfin, on a ce qu'on appelle le contexte socio-économique ou socio-culturel, avec là plutôt des questions conjoncturelles de type soit culturel avec les aspects de liberté dans le pays ou dans l'endroit dans lequel on évolue, soit plus socio-économique classique avec le taux de chômage, l'exposition à des facteurs sociaux plus typiques, on va dire. Et ça, c'est autour de 20 à 30%. Pareil, selon les travaux que j'ai pu lire sur le sujet. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça remet la focale sur le fait que pour les déterminants en ce qui concerne la santé d'une population se trouvent essentiellement en dehors de ce qu'on appelle couramment le système de santé et qu'on devrait peut-être appeler le système de soins, tant il est focalisé sur le soin plutôt que sur d'autres aspects plus déterminants. Par rapport aux différents déterminants là qu'on a identifiés, j'ai l'impression que dans le titre de la table ronde, on a à peu près les différents axes de santé qui permettraient d'y répondre. Donc on a la santé préventive, la santé planétaire intégrative. On va essayer de définir aussi ces termes, si vous voulez rebondir sur les différentes définitions. J'ai juste oublié un truc. Ouais, vas-y. J'ai juste oublié un autre déterminant qui est très important aussi, mais sur lequel on ne peut pas avoir d'action, qui sont les déterminants, ce qu'on appelle constitutionnels. Donc en fait, c'est l'âge, le sexe et les déterminants génétiques ou congénitaux sur lesquels il n'y a pas d'action vraiment possible ou d'intervention possible. Donc, mais ils pèsent quand même pour à peu près 20%. De l'état de santé d'une population. Ça veut dire que tout le reste, donc les 80, on peut avoir une action dessus, par contre. Potentiellement, elle est plus ou moins facile à mettre en œuvre, mais potentiellement, oui. Quelqu'un veut rebondir sur les définitions peut-être de la santé préventive ou intégrative? Véronique? Santé intégrative, tu veux qu'on en parle maintenant ? Intégrative, on peut, oui. Très bien. Alors effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la santé intégrative, c'est-à-dire comment préserver la santé par rapport aux déterminants de santé dont vient de parler Raphaël. Et puis il y a la médecine intégrative, c'est comment la médecine se permet aussi de proposer des niveaux d'intégration au moment où le patient a une maladie. Et alors, la définition de la médecine intégrative, elle peut reposer sur plusieurs niveaux d'intégration. Donc, le niveau qu'on connaît le plus facilement, le plus classique, c'est comment associer notre médecine qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle, celle qu'on apprend tous dans nos facultés, qui est quand même de pointe et extrêmement efficace, notamment dans l'aigu et dans les choses un petit peu, dans l'aigu essentiellement, à des approches qu'on appelle aujourd'hui plutôt interventions non médicamenteuses, qui effectivement sont différentes, qui reposent essentiellement sur les grands principes d'hygiène de vie ou de déterminants de santé dont a parlé Raphaël. Et par exemple, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est le lien avec la nature, c'est le lien avec l'autre. Et ce sont vraiment des choses très très importantes. Et c'est donc un premier niveau d'intégration. Le médecin doit se rendre compte que c'est quelque chose qui est en lien avec la santé de son patient. Le deuxième niveau d'intégration, c'est
c'est qu'on n'est plus sur une intégration uniquement, par exemple, si quelqu'un est malade, la considération d'un organe malade, mais on va s'intéresser à un patient, on va s'intéresser à une personne. On parle d'un système qui n'est plus centré sur une maladie, mais sur un patient. Dans toutes ces caractéristiques biopsychosociales, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de faire le lien entre le corps et l'esprit et tous ces éléments-là. Ça, c'est vraiment les définitions classiques. Puis moi, j'aime bien apporter deux autres niveaux, 3e et 4e. Alors, c'est peut-être mon travail d'infectiologue qui fait que je suis particulièrement sensible au niveau, cette fois pas individuel, mais collectif de l'intégration dans le cadre du One Health, c'est-à-dire comment notre santé humaine, elle est en lien aussi avec la santé des animaux et avec la santé environnementale. Et là, on retrouve un certain nombre d'éléments que tu as cités. Et on a des exemples très récents qui sont particulièrement parlants, hein, la Covid, la résistance aux antibiotiques, si vous voulez, on pourra en dire un mot. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui illustrent parfaitement ce que c'est que ce One Health. Et le 4e niveau, c'est celui de l'intégration des limites planétaires, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système de soins, tu l'as dit, Marine, qui consomme beaucoup de ressources. Est-ce qu'on va arriver encore à soigner avec les mêmes ressources, alors qu'il y a de plus en plus de patients, de moins en moins de médecins et des difficultés à obtenir des ressources? Les médicaments sont issus du carbone, sont issus du pétrole, hein. Donc, il faut vraiment s'interroger sur ces limites planétaires et comment on peut soigner en diminuant les ressources. Donc, voilà un peu les 4 niveaux d'intégration. Je crois que la médecine intégrative répond parfaitement à ces 4 niveaux. Je rebondis, mais je pense qu'on va le redire un peu au fur et à mesure de la table ronde. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans la médecine intégrative, on est moins consommateur carbone, et donc on active un espèce de cercle vertueux où on peut à terme diminuer les maladies chroniques et en même temps moins consommer. Et je pense que pour la médecine préventive, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire essayer d'anticiper en amont pour avoir des doubles effets bénéfiques. Je peux rajouter un petit quelque chose ? Par rapport à cette médecine préventive, son intérêt aussi, c'est cette médecine intégrative, c'est qu'elle redonne aux patients tout son pouvoir d'auto-guérison, que quelquefois on oublie un peu dans notre médecine classique, c'est-à-dire qu'on applique des protocoles standardisés à tout le monde, et comme dit la phrase, hein, one fits all, c'est pas tout à fait la vérité. Donc il faut vraiment replacer la singularité du patient dans nos approches, et je pense qu'ils sont très contents de retrouver cette autonomie, ce pouvoir de choix, de décision. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En revanche, il faut pas se cacher que ça peut être aussi tout un domaine où il y a énormément de flou, et notamment de flou dans notre pays, hein, parce qu'il y a des tas de pays qui ont déjà mis en lien cette médecine dite non conventionnelle ou des interventions non médicamenteuses avec la médecine conventionnelle. Et donc, il y a sûrement un gros travail à faire pour insister sur le fait qu'il ne faut utiliser que des pratiques validées, scientifiquement reconnues. Voilà, ça c'est très important, garder la sécurité pour nos patients, la transparence et voilà, le fait qu'on fasse des choses qui leur fassent toujours du bien. Donc cette sécurité constitue plutôt un verrou à l'heure actuelle, parce que les praticiens refusent d'aller dans des pratiques un peu moins conventionnelles du coup ? Non, cette sécurité, aujourd'hui, elle repose sur peu de choses en France, c'est-à-dire il y a trop peu de disciplines de pratiques intégratives qui reposent sur des cadres législatifs bien cadrés, des formations reconnues, voilà, des diplômes incontournables. Hein, il faut quand même être conscient de ça. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les classifications, sur les autorisations, sur les définitions, sur les parcours de soins. Et c'est pour ça que le fait d'intégrer cette médecine, là aussi, encore un niveau d'intégration dans les établissements de santé comme les CHU, ça peut être un premier niveau. Je dis pas qu'il faut la faire que dans les CHU, hein, mais ça peut être un premier niveau de cadrage pour assurer que le patient n'aura pas de risque à suivre un certain nombre de pratiques. Je rebondis juste sur cet aspect-là. C'est-à-dire que concrètement, la médecine intégrative, je veux dire dans un CHU par exemple, comment ça pourrait se concrétiser ? C'est-à-dire que c'est plus un parcours de soins ou c'est plus des formations propres à un spécialiste qui pourrait être capable de gérer toute cette intégration multidimensionnelle ? Pour moi, si j'ai bien compris ta question, c'est les deux. D'abord, il faut transmettre une culture à tous les soignants. Et aujourd'hui, c'est pas évident que on puisse approcher les soignants en leur disant, vous allez un peu quitter votre rôle de technicien dans lequel vous excellez, et maintenant, il va falloir que vous vous mettiez à apprendre à parler selon les principes de l'hypnose conversationnelle, à donner des choix au patient, à lui laisser voir. Donc tout ça, c'est des choses que certains font naturellement très bien, mais bien évidemment qu'il y a une place encore pour l'amélioration des choses. Donc c'est un échange de culture, un partage
partage comme ça d'une espèce de façon de voir la médecine qui est très difficile, très différente. Et puis après, il y a tout ce que tu dis, c'est-à-dire des formations. Il faut effectivement que les gens soient formés, il faut développer des formations validées et il faut que ça s'intègre dans les études de médecine. Et je te remercie de dire ça parce qu'effectivement, à partir de cette année, il y a donc l'intégration de l'enseignement de la médecine intégrative dans les études de médecine avec l'item 327 que peut-être les jeunes connaissent et ils vont être interrogés éventuellement au cours de leur ECN sur les grands principes de la médecine intégrative. Donc il y a un corpus d'enseignement qui a été fait par un organisme qui s'appelle le CUMIC, le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, qui leur donne les bases de toutes ces disciplines. Donc ils vont apprendre un petit peu les indications, les limites, les contre-indications de l'hypnose, des médecines manuelles, de la méditation, enfin voilà, d'un certain nombre de domaines comme ça qui vont apprendre. Et il faut surtout qu'ils se rendent compte que apprendre toutes ces disciplines, c'est pas comme souvent on me dit donner du bien-être à la personne. Moi, ça m'exaspère quand on dit que ça donne du bien-être. Il y a plein d'études qui montrent aujourd'hui que quand on associe des interventions non médicamenteuses, on fait gagner des années en espérance de vie et en qualité de vie. Donc, on est vraiment dans des disciplines qui apportent un vrai plus aux patients tout en économisant des ressources. Oui, j'abonde dans ton sens et surtout, je trouve ça très salutaire la distinction que tu fais entre bien-être et santé, parce qu'on voit que via cette porte très intéressante de la médecine intégrative que je connais peu, il y a un certain entrisme de la part on va dire du business du bien-être qui est beaucoup moins validé scientifiquement et qui n'a pas de validation scientifique, et donc c'est vraiment important de faire cette distinction. On est bien sur de la santé avec de l'efficacité et de la sécurité qui sont reconnues sur le plan scientifique, qui relèvent de pratiques on va dire peu conventionnelles, mais qui ne sont pas pour autant des choses totalement ésotériques et sans validation scientifique. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux, parce qu'il y a par ailleurs un entrisme très fort de la part de ces industries, parce que c'en est, de l'économie du bien-être. Voilà. Véronique a dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire recentrer la médecine sur le patient, et ça passe probablement par l'interrogatoire du patient qui aujourd'hui en consultation de 30 minutes doit être fait, on va pas se mentir, rapidement. Et David, je crois qu'à Nantes, vous avez développé une façon de faire l'interrogatoire qui est plus poussée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors à Nantes, on est en cours de développement de cet interrogatoire. Donc, c'est effectivement une réflexion forte qu'on a au sein du CHU. C'est-à-dire que par les expériences passées, on se rend compte souvent que l'interrogatoire se limite dans les comptes rendus à l'hôpital à quelques informations telles que la consommation de tabac, la consommation d'alcool. C'est relativement limité. Et en fait, on sait qu'il y a énormément d'éléments qui apporteraient à la fois en termes d'étiologie par rapport aux pathologies auxquelles le médecin va être confronté face à son patient. Et donc, il faut connaître tous ces éléments de vie, qu'ils soient à la fois du côté professionnel, et ça, les médecins du travail ont déjà cette culture depuis longtemps, mais également du côté personnel. Et donc, il faut vraiment avoir un interrogatoire qui va aller dans une direction qu'on appelle un mot un peu barbare qui est l'exposome, effectivement, mais qui est cette notion vraiment de prendre la personne dans sa globalité, comme l'indiquait Véronique. Et donc, sa globalité, c'est sa vie au quotidien, et c'est à la fois son environnement qui est subi. Et donc, à l'intérieur, on peut retrouver la pollution lorsqu'on habite en ville, notamment aux particules fines. On peut retrouver une exposition à des pesticides quand on est plutôt en milieu rural. Et puis, on subit également le climat. Et on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc ça, c'est des éléments plutôt subis sur lesquels on peut avoir des interventions, mais qui sont quand même des interventions plutôt, je dirais, des actions publiques. Et puis, il y a également tous les éléments qui sont plutôt sur le comportement individuel. C'est plutôt cela qu'on connaît au départ, sur le tabac, l'alcool notamment. Mais aujourd'hui, on insiste aussi énormément sur les aspects alimentation. Et donc, et puis aussi toute l'utilisation que l'on peut avoir au domicile, des produits ménagers, des cosmétiques.
Donc on essaye de balayer de manière un peu plus large comment la personne vit et quelles sont les potentielles expositions sur lesquelles on pourrait avoir des actions pour essayer d'aller vers un exposome plus favorable. Donc il y a vraiment ces deux aspects qui sont l'aide, je dirais, au diagnostic complet, et puis derrière, il y a un intérêt en termes de médecine préventive et de pouvoir anticiper certains risques qui pourraient conduire à d'éventuelles pathologies. Oui, donc j'allais dire que finalement les deux types de médecine, intégrative et préventive, là dans cet interrogatoire, elles sont toutes les deux liées. C'est-à-dire qu'à la fois on va interroger de manière intégrative, systémique, tout ce qui se passe autour du patient, donc on pourra aussi le traiter selon les différents besoins, et en même temps on peut agir de manière préventive en amont de ces besoins. Tout à fait. Et peut-être même lié aussi avec le planétaire, quoi, avec une échelle encore plus grande et environnementale. Oui, et c'est ce qui était évoqué par Véronique quand elle ajoute, j'aime beaucoup cet ajout de définition dans la médecine intégrative, parce qu'on voit bien que la définition de départ, elle part encore vraiment dans l'acte thérapeutique, et finalement, en rajoutant ces strates, on va vraiment dans une véritable intégration beaucoup plus large, et effectivement, la prévention, elle a toute sa part. Justement sur la prévention, Raphaël, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est gouvernée la partie santé préventive aujourd'hui, qui dirige un peu les choses, quels sont les acteurs et comment on peut faire pour bouger un peu les choses? Alors c'est intéressant qu'on parle de médecine préventive parce que ça montre bien la vision qu'on a de la prévention en France. En fait, quand on parle de prévention dans le langage courant, on s'intéresse à toute chose qui permet de prévenir quelque chose, d'empêcher quelque chose de survenir. En fait, en médecine, quand on parle de prévention, on parle de médecine préventive, comme vous le faites, c'est-à-dire classiquement de tout ce qui est un acte fait par un soignant et qui permet d'éviter une maladie, mais centré sur un individu. Ce qui n'est pas inclus là-dedans, ça va être des dimensions plutôt collectives ou de politique publique qui relèvent plus de la promotion de la santé. Donc ça, c'est une première chose. La promotion de la santé aujourd'hui, c'est un truc qu'on fait un petit peu dans le cadre, par exemple, de campagnes d'information, d'éducation à la santé, mais en fait, ça regroupe aussi beaucoup d'autres aspects, notamment toutes les questions de littératie en santé, de santé communautaire, un concept un peu plus récent et peut-être assez difficile à rendre opérationnel, mais qui me paraît quand même digne d'intérêt, c'est ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques, c'est-à-dire le fait d'intégrer des dimensions sanitaires et des outcomes ou des mesures, des objectifs sanitaires dans des politiques publiques qui ne sont pas sanitaires au départ. On peut penser, par exemple, je sais pas, une politique de mobilité. Typiquement, les politiques de mobilité qui visent à transitionner aujourd'hui de véhicules polluants vers des mobilités douces. C'est un truc qui est fait pour des raisons environnementales. Ça pourrait aussi être fait pour des raisons sanitaires. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Les concepts, les aspects sanitaires sont pas pris en compte dans ces politiques publiques. Et en fait, c'est vrai de la politique scolaire, de la politique du logement, de beaucoup de politiques publiques qui dépendent de différentes strates, soit de collectivités territoriales, soit parfois de l'État. Donc voilà, les aspects sanitaires de politique publique extra-sanitaires sont peu pris en compte, et donc c'est ce concept-là qu'on appelle la santé dans toutes les politiques, et qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui mériterait au moins qu'on y regarde d'un peu plus près. Ensuite, je trouve ça également intéressant quand on parle de médecine préventive et de gouvernance. Typiquement, les deux effecteurs les plus prégnants de soins préventifs, c'est pas que des médecins, mais de la médecine préventive, disons, ça va être tout ce qui est médecins et infirmiers scolaires, qui sont au contact de populations sur lesquelles la prévention prend évidemment tout son sens. Eux, ils sont sous le giron du ministère de l'Éducation nationale, pas du ministère de la Santé et pas de l'assurance maladie. Ils ne sont pas payés par l'assurance maladie, donc ils ne sont pas concernés par les actions du régulateur qui est l'assurance maladie. C'est le cas également des médecins du travail dont a parlé David, qui sont vraiment au fait de ces questions d'exposome et probablement plus en avance
que d'autres professions de santé de ces questions-là, et qui eux aussi sont payés par un employeur public ou privé, mais qui n'est pas, enfin ils sont pas financés par l'assurance maladie. Donc le régulateur qui s'intéresse à l'ensemble des professions de santé, qui négocie les tarifs avec eux et qui peut essayer d'impulser des dynamiques auprès des professions de santé, n'est pas en lien avec les deux métiers qui sont eux les plus en prise avec ce qu'on appellerait de la médecine préventive. Donc c'est un exemple de gouvernance qui peut poser question, qui peut peut-être être remis en cause et qui mériterait en tout cas qu'on s'y penche un petit peu. Voilà. On sait que pour faire bouger les lignes chez les décideurs, la part économique va être importante. Est-ce que dans ces médecines-là, médecine santé préventive, intégrative, planétaire, on aurait un avantage économique à mettre en œuvre? Et si oui, ça pourrait du coup motiver les décideurs à mettre plus de sous dans ces santé-là. Qui vous voulez? Juste quelques éléments, mais je pense qu'ils ont aujourd'hui tout à fait conscience qu'il y a un enjeu financier qui est très important et que l'inaction en santé environnementale a un coût considérable, à la fois sur le système de soins, mais également de manière beaucoup plus large sur même l'architecture des bâtiments, un impact sur l'agriculture, l'alimentation. Donc, aujourd'hui, ça, c'est, je dirais, évaluer, réévaluer. Bon, il y a différents chiffres qui sont communiqués. Ce qui est plus important, et c'est ce qu'indiquait Raphaël, c'est surtout aujourd'hui de pouvoir avoir des moyens d'évaluer l'impact d'action pour justement aider les politiques à franchir le pas et leur indiquer que s'ils vont dans cette direction-là, il y a vraiment à y gagner sur les différents aspects, que ce soit sur l'aspect sanitaire, mais sur l'aspect également économique. Après, il y a toujours les enjeux de temps, d'action et de résultats, et ça, c'est peut-être ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Je voudrais compléter éventuellement un peu ce que tu dis, David, parce que je crois qu'on est aussi dans une façon de travailler dans la société où on nous demande toujours d'aller plus vite, de faire les choses très vite. Les consultations médicales, quand c'est 30 minutes, ça me paraît déjà pas mal, hein, en tout cas en ville. Mais il faudrait faire comprendre que justement tout l'intérêt d'une approche intégrative, c'est le fait de prendre le temps au départ, c'est-à-dire oui, on va passer même peut-être 1 heure avec le patient. Moi, je passe 1 heure dans des consultations de maladies chroniques, mais pendant cette heure-là, déjà, on va l'écouter. Vous savez qu'on n'écoute pas beaucoup les patients, c'est connu, hein, il y a des articles là-dessus. On dit 23 secondes avant de leur couper la parole, donc je pense qu'on a du progrès à faire. Et on va leur permettre de raconter leur histoire de la maladie, c'est-à-dire justement de mettre en jeu et en lien toutes ces caractéristiques, notamment psychologiques, qui ont été peut-être à l'origine du déclenchement des choses. Et de leur expliquer tous les tenants et les aboutissants. Et il arrive qu'une consultation d'1 heure casse le processus en fait. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire non seulement elle va le casser, bon j'ai des exemples dans la pratique médicale infectiologique, mais en plus si vous avez un traitement à donner, le patient va accepter mieux de prendre le traitement, il va se sentir en confiance, il va avoir... Donc tous les effets bénéfiques ensuite, il va moins vous appeler toutes les 5 minutes parce que ça va pas. Tout ce que vous avez passé comme temps qui vous aura paru peut-être long, enfin en tout cas dans l'agenda on va dire d'une journée de médecin hospitalier ou de médecin de ville, va être gagné ensuite, va être rattrapé et il y aura sans doute moins de complications, moins d'effets secondaires, moins de voilà. Et je pense que ce temps, il faut savoir le prendre et même si c'est compliqué, voilà, il faut essayer au moment de la consultation avec le patient, la consultation exposome, c'est long, mais au moins on décline plein de choses avec le patient. Et est-ce qu'il y a des études justement qui arrivent à objectiver un petit peu ces bénéfices en fait, un peu l'analyse de cycle de vie d'un parcours un petit peu plus intégratif et préventif versus un parcours on va dire un peu standard où on est contraint par le temps et... Alors, c'est peut-être Raphaël qui connaît le mieux la méthodologie et la littérature. Il va répondre. Moi, je te donne juste un tout petit exemple parce que de ce que j'ai pratiqué, en fait. Hein, c'est vrai que dans ma façon de pratiquer par rapport à des infections chroniques, oui, j'ai fait une petite étude comme ça médico-économique. Et clairement, ça diminue beaucoup les dépenses de santé, de la moitié du groupe témoin dans mon étude. Donc, je pense qu'on a quand même tout intérêt à essayer d'utiliser ce genre de choses.
détailler l'étude juste parce que c'est je peux hyper détailler intéressant. l'étude si vous voulez. Donc moi, j'ai une consultation spécifiquement dédiée aux patientes qui ont des cystites récidivantes. Alors les cystites récidivantes, c'est un truc qui intéresse personne, parce que bon, c'est pas très grave d'abord, mais ça enquiquine beaucoup les femmes. Et donc ces pauvres femmes, elles vont voir leur médecin généraliste, qui en a assez de les voir toutes les 5 minutes, qui finit par les rembarrer, bon, etc. Et il y a des tas de facteurs qui s'ajoutent quand elles font des cystites quasiment tous les mois, donc des facteurs émotionnels, des facteurs de leur vie sociale, de leur vie, on va dire professionnelle, de leur vie affective, voilà. Et donc tout ça amène à une espèce de statut de ces femmes qui est qu'elles sont un peu maltraitées par l'ensemble de la société et notamment par les médecins. Et quand on leur propose une prise en charge globale qui peut associer des tas de pratiques, personnellement, donc j'essaie de limiter l'usage des antibiotiques, de remplacer ça par des séances de relaxation, d'hypnose, la phyto, etc. Eh bien, on se rend compte que non seulement effectivement ces femmes vont beaucoup mieux, qu'elles sont autonomisées, qu'elles consomment moins d'antibiotiques, qu'elles ont perdu leur crainte par rapport à un certain nombre de choses et qu'elles ont dépensé beaucoup moins de consultations à la fin de l'année, beaucoup moins d'examens de CBU, voilà. Tout est aligné pour dire que cette façon de faire amène à un bénéfice global pour tout le monde. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être rapporté dans toutes les maladies chroniques. Moi, je l'ai fait dans ce que je connais. Mais c'est clair qu'on peut le mettre en lien dans les pathologies, bien sûr, cancéreuses, dans les pathologies de type diabète. Enfin, je pense que toutes les pathologies chroniques se prêtent à cet exercice. Et il faudrait ensuite développer les études médico-économiques. Et donc, Raphaël. Non, moi j'ai peu de chiffres à vous donner. Je sais que c'est des choses qui sont très difficiles à mesurer. Enfin, ça peut se mesurer à l'échelle individuelle, c'est-à-dire la pratique intégrative pour certains. Enfin, sur le plan individuel, la pratique intégrative auprès de patients, on peut mesurer l'effet chez une cohorte de patients ou en comparant. Ce qui est beaucoup plus dur à faire, c'est sur le plan politique public. En fait, depuis le début, on a deux conversations en parallèle. Une conversation sur médecine intégrative et médecine préventive qui s'intéresse aux patients et qui essaye de tenir compte de l'exposome et de différents aspects du patient pour essayer de prévenir l'arrivée de la maladie à l'échelle individuelle, et des questions plus de politique publique, de financement, de gouvernance, qui eux traitent plutôt des aspects publics et en tant que société, comment on s'intéresse à ces questions de santé. C'est plus de la médecine, du coup, c'est là où on sort de l'aspect médical, c'est plutôt des questions sociétales. Et là, effectivement, mesurer l'impact de politiques de prévention, c'est assez difficile. Ça peut être fait sur des politiques très ciblées, typiquement sur du dépistage de certains cancers ou des choses comme ça. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est ça va être sur des politiques un peu plus globales, typiquement l'adoption le développement de pistes cyclables plutôt que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ça, c'est très difficile à évaluer l'impact médico-économique de ça. En revanche, c'est pas pour ça que ça doit pas être fait, parce qu'on sait qu'il y aura forcément un impact positif. Et l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs co-bénéfices à ces choses-là. Co-bénéfice, ça, c'est un terme qui est, à mon avis, assez clé par rapport aux problématiques qu'on traite. On a plusieurs contraintes. On a des contraintes, souvent, on appelle ça des contraintes budgétaires. En fait, c'est des contraintes de moyens. Hein. Le problème du système de santé en France, et d'ailleurs, c'est à peu près pareil dans le monde, c'est pas tellement les sous, c'est les moyens derrière, c'est-à-dire des moyens humains et des moyens matériels, des ressources et du RH, quoi. Enfin de la ressource humaine et de la ressource matérielle. C'est vraiment ça les facteurs limitants. Les sous, c'est juste un moyen de compter le reste, mais c'est pas tellement ça qui pose problème, en tout cas en France. Et du coup, une fois qu'on a intégrer cette contrainte-là, cette contrainte de moyens, il y a deux autres contraintes qui interviennent. Une première contrainte qui est évidemment les souhaits du patient, des questions d'éthique, des questions de liberté publique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dictature où on va dire aux gens ce qu'ils doivent faire, s'ils doivent fumer ou boire ou pas, etc. Donc ça, c'est compliqué à intégrer aussi, parce que dans des démocraties libérales comme les nôtres, on n'a pas forcément la main sur l'ensemble des pratiques des gens, quoi qu'on peut les inciter, on peut essayer de les amener à éviter certains comportements ou à en adopter d'autres, mais c'est compliqué. Et une troisième contrainte qui est plus récente, qui est la contrainte environnementale, avec notamment les émissions de gaz à effet de serre ou l'impact environnemental plus largement sur la biodiversité, etc. Et donc, l'idée est de combiner ces trois contraintes et ça fait un chemin qui est assez étroit, mais dans lesquels on peut identifier des co-bénéfices, c'est-à-dire des actions qui auraient un effet bénéfique sur ces trois aspects-là. La prévention,
et la promotion de la santé. Tout ce qui est action en amont qui permet de prévenir l'émergence de maladies ou de complications, c'est l'un des leviers probablement les plus importants dont on dispose en termes de co-bénéfices. Un autre, dont on n'a pas encore parlé, mais qui me semble intéressant, c'est ce qu'on appelle la pertinence du soin, c'est-à-dire le fait d'éliminer tout un tas d'actions de santé et de soins qui sont faits pour des mauvaises raisons. L'exemple typique, ça va être la multiplication d'examens radiologiques ou biologiques parce qu'il y a un manque de communication entre les professionnels ou parce que ça rapporte de l'argent à tel établissement de refaire l'examen ou au contraire, c'est des questions ensuite budgétaires et de mode de financement, c'est un peu technique, peu importe, mais il y a des questions de pertinence. Alors, il y a un chiffre qui a beaucoup tourné, j'ai pas réussi à retrouver la référence de ça, mais ce qu'on disait, et en termes d'ordre de grandeur, ça me paraît pas totalement déconnecté, c'est 30% des examens qui sont faits sont inutiles. 30% des actes qui sont faits, c'est pas que les examens, des actions qui sont faites sont pas utiles dans le système de soins. Mais en fait, il y a tellement de raisons de faire des choses inutiles que ça paraît pas totalement délirant. Et donc, c'est un autre levier qui me semble intéressant à exploiter. Non seulement, je rebondis sur ça, non seulement peut-être inutile, mais déjà, j'avais vu un chiffre, c'est qu'en France, on est un des premiers prescripteurs de médicaments, donc plus de 85% des consultations se soldent avec une ordonnance avec des médicaments. Et malheureusement, ces médicaments vont être jetés pour la plupart. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a repensé et qu'on peut activer des leviers d'action. Alors là, je me permets de rebondir parce que c'est vraiment mon sujet de thèse, donc ça me parle évidemment. Évidemment, donc c'est vrai, en France, on est très très consommateur de médicaments. Il y a plusieurs déterminants à ça. Les patients s'attendent beaucoup à recevoir des médicaments quand ils vont voir leur médecin. Et en plus, les médecins surestime cette attente de la part des patients. Donc il y a une espèce de boucle d'attente de la part du patient et de compensation de la part du médecin. On en a parlé tout à l'heure. Il y a d'autres aspects aussi, notamment, alors moi c'est ce que j'étudie, c'est le lien avec la manière dont est financé le système de santé, avec un financement au volume, ce qu'on appelle le paiement à l'acte ou la T2A à l'hôpital, mais c'est plus vrai pour la ville en ce qui concerne les médicaments. Le fait que les médecins soient payés à l'acte va les conduire à réduire la durée de leur consultation parce que ça leur permet de multiplier, d'avoir plus de consultations dans la journée pour améliorer leur rémunération. Ce qu'on peut comprendre, là par exemple, les médecins sont confrontés en ce moment à une forte inflation sur les prix du gaz. Quand vous êtes un professionnel, que vous avez vos charges qui augmentent, le seul moyen de payer vos charges et d'augmenter votre rémunération, c'est de faire plus d'actes. Parce que le prix du tarif de la consultation, il n'a pas augmenté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut augmenter le prix du tarif de la consultation. Je suis en train de dire qu'il y a d'autres manières de payer les gens que sur le volume. Et donc, pour compenser ça, ils vont avoir tendance, alors je m'éloigne un peu du sujet, peut-être je vais fermer la parenthèse, mais ils vont avoir tendance du coup à multiplier des actes, ce qui peut les conduire à passer moins de temps avec le patient et à compenser ce moindre temps passé par le fait de prescrire des médicaments. C'est des mécanismes complexes, mais qu'on décrit assez bien. Et voilà, c'est l'un des leviers sur lesquels on pourrait jouer. Je pense qu'il y a aussi une chose qu'on doit peut-être aborder et dont on doit peut-être tenir compte, c'est le manque de ressources médicales aussi aujourd'hui, qui est vraiment une contrainte particulièrement forte. On parle des déserts médicaux, de l'attractivité à l'hôpital, de la difficulté à recruter. Ça, c'est vraiment un même problème, c'est manque de ressources médicales et paramédicales, et c'est vrai partout dans le monde. C'est pas que en France, c'est un problème absolument mondial et qui pose problème évidemment. Vous voulez rebondir sur quelque chose ? Oui, donc quand tu évoquais, Raphaël, la pertinence des soins, c'est très juste et du coup, je voulais revenir sur ces consultations, cette notion de médecine intégrative, c'est finalement cet entretien autour de l'exposome. On a dit que c'était assez chronophage, en tout cas chronophage pas au sens péjoratif puisqu'on voit tous les intérêts derrière, mais ça prend un certain temps et je pense que là aussi il y a quand même des pistes de réflexion, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des formes qui existent d'entretien motivationnel, c'est-à-dire que vraiment on va aussi faire participer le patient dans sa démarche santé et donc il y a probablement aussi des pistes dans la pertinence des soins, c'est-à-dire aussi aller chercher vraiment les actions
essentiel pour le patient, on va essayer d'aller définir un certain nombre d'éléments qui sont clés. Et l'objectif n'est pas d'être totalement exhaustif et de se dire, bon, on fait le tour de toutes les problématiques du patient et on va essayer de tout résoudre. Ça, c'est pas quelque chose de réalisable ni de souhaitable. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire autour de ça. Et comme on est dans un module pédagogique à destination des étudiants de santé, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent intégrer demain. C'est-à-dire que dans cette approche de la consultation avec le patient, c'est vraiment faire émerger les sujets clés. Et notamment, là, on parle de santé environnementale. Et à partir de ça, d'aller pointer vraiment les éléments sur lesquels on va avoir des leviers d'action puissants. Ça aussi, c'est pour moi de la pertinence des soins. Je trouve ça très intéressant parce que je suis assez d'accord et je crois qu'on l'avait abordé la dernière fois qu'on avait discuté, cette espèce d'opposition apparente, mais en fait quand on creuse c'est pas une opposition, mais ça peut avoir l'air le cas ça peut avoir l'air de ça entre le fait de se dire il faut une approche intégrative très très exhaustive et donc tout un tas de questions systématiques à poser aux patients, etc. Et le fait que la ressource n'est pas illimitée et qu'il faut bien se concentrer sur les choses essentielles. En fait, c'est pas contradictoire, mais ça impose juste, ça impose juste au médecin d'être extrêmement alerte sur d'une part le fait qu'il peut pas laisser de côté certains aspects, donc il faut balayer très large au tout début et très vite centré sur ce qui paraît le plus important. C'est un exercice difficile, mais effectivement important dans la pratique médicale. Ils le font déjà, c'est déjà connu pour ce qui est tout ce qui est examen biologique, radiologique. On sait que on est très très large au début avec, au début de la prise en charge et on cible après. En fait, il faudrait que ce soit la même chose avec l'anamnèse et dès l'interrogatoire, arriver à balayer large au début et cibler ensuite assez rapidement, quoi. Pour rebondir sur ces aspects de consultation et le rôle du praticien et du soignant dans ces problématiques, est-ce que ça pourrait faire partie, je pense qu'on a déjà des éléments de réponse, mais du rôle du praticien d'être un sensibilisateur direct de cette population de patients, parce qu'un des avantages de faire partie du système de la santé, c'est que à peu près tout le monde, tous les citoyens y passent, et du coup c'est peut-être le monde de la santé serait un vecteur particulièrement intéressant pour sensibiliser le patient, éventuellement même, c'est pas que j'ai envie de mettre ce module à toutes les sauces, mais pouvoir utiliser par exemple des modules comme ça, des ressources pédagogiques pour envoyer le patient venir se former, on parlait de la promotion de la santé, pour approfondir un petit peu et comprendre que sa santé dépend de plein d'autres déterminants et comprendre les aspects systémiques, les aspects évolutifs, et pour pouvoir les intégrer lui-même dans sa prévention au quotidien. Après, il faut qu'il y ait les moyens derrière aussi qui soient mis en place. Parce que s'il le comprend, mais qu'il n'y a pas de moyens, enfin, tu vois, que le sport, c'est toujours. Ouais. Il faut que ça soit mis en place, quoi. C'est intéressant, le sport, mais je vais pas répondre à la question parce que je pense que c'est plutôt aux cliniciens de répondre, donc je veux pas. Mais juste sur le sport, il y avait un truc intéressant. Il y a eu des grands débats sur le fait de financer le sport par l'assurance maladie, de rembourser les séances de sport pour les patients par l'assurance maladie. Alors moi, voilà. À l'époque, je travaillais au ministère sur ces questions-là, et en fait, on s'est posé la question de ce remboursement, et j'étais à titre personnel plutôt opposé au fait de rembourser le sport, parce qu'en fait, ce qu'on remarquait, enfin, il y avait pas mal d'études là-dessus, c'est que les sports comment expliquer ? Il y avait un différentiel socio-économique, c'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables sur le plan socio-économique, les plus précaires, faisaient moins d'exercice physique que les autres. Et donc, c'était l'argumentaire pour dire qu'il faut financer le sport parce qu'ils ont moins accès au sport. Et simplement, quand on regardait par discipline, en fait, quelle que soit la discipline, et notamment entre des disciplines payantes et chères, caricaturales, comme, je sais pas moi, l'équitation ou le tennis, versus des disciplines pas du tout payantes comme la marche ou des choses comme ça, en fait, le différentiel se maintenait entre les populations précaires et les autres. Donc ça veut dire que le facteur limitant n'était pas
l'accès financier à l'exercice, mais plutôt des questions peut-être culturelles ou d'habitude ou d'opportunités. Et donc ça se traite plus par des politiques publiques et pas forcément par du remboursement par l'assurance maladie. Donc c'est en ça que ça revient sur les questions de promotion de la santé et de politique publique au sens large. Et c'est ça qui me semble aussi intéressant. Mais on est très loin de l'aspect patient et du coup, ça ne répond pas du tout à la question sur la sensibilisation des patients et je laisse la parole là-dessus. Oui, je voulais juste un peu compléter ce que tu as dit. Moi aussi, hein, je pense que les médecins d'aujourd'hui, c'est les pouvoirs publics. Hein. Ça, c'est clair parce que nous, on a vraiment aussi un rôle à jouer, mais eux, ils ont la structuration de notre société et c'est très, très important. Mais si j'ai bien compris ta question, tu disais, est-ce que le médecin, quelle que soit sa spécialité, sa discipline, quand il reçoit un patient, peut être le vecteur d'une information concernant la médecine environnementale. Bon. Clairement, aujourd'hui, malheureusement, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de soignants qui sont formés à ça. Même si depuis quelques années, il y a des informations sur, par exemple, les perturbateurs endocriniens. Il y a eu beaucoup de fascicules qui ont été même travaillés par des médecins généralistes. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain vernis qui commence à arriver, mais c'est largement insuffisant. Mais théoriquement, il faudrait que tous les soignants, quels qu'ils soient, parce que c'est pas que le médecin qui doit se charger de ça, ça peut être toute une chaîne et notamment l'infirmière, l'aide-soignante, enfin tout le monde, puisse donner une information claire et pertinente sur le risque environnemental de façon très large. Et je pense que c'est vraiment un petit peu comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Et en fait, j'ai même envie de dire qu'à mon avis, ça passe par le fait de refaire totalement un enseignement de la médecine différent. Alors là, je vais peut-être un petit peu loin, mais je vous explique un petit peu ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, depuis, on va dire 40 ans, parce que moi, j'ai pas appris ça à la fac de médecine, qu'est-ce qu'on a eu comme découverte révolutionnaire sur l'installation des maladies chroniques? Il y a des jeunes, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. On a eu la découverte du microbiote, truc que connaissait pas. On a eu le rôle de l'épigénétique. Et on sait que notre génétique, c'est quoi, 10% de l'évolution vers nos maladies, puis le reste, c'est quand même... On a eu le rôle de ces deux-là qui fabriquent une inflammation un petit peu chronique. Et ça, c'est la physiopathologie de toutes les maladies chroniques. Donc, on pourrait peut-être déjà se concentrer sur une éducation à respect du microbiote, préservation de l'inflammation, et on essaye de faire attention à notre épigénétique et l'environnement. Et ensuite, le facteur un peu clé quand même là-dessus, c'est une découverte quand même, ça date de 1977, un prix Nobel, Guillemin, l'axe psycho-neuro-hormono-immunologique. Donc, on sait bien que toutes nos sensations, toutes nos émotions ont un retentissement sur notre organisme. Et donc, ce mot de psychosomatique que j'entends quelquefois me fait convulser, parce que tout est psychosomatique, par définition. Donc, il faudrait aussi qu'on arrive à intégrer un petit peu ces notions-là. Et je pense que si on arrive à faire comprendre à nos confrères, à nos consoeurs, que quelle que soit leur spécialité, ces éléments-là, c'est les mêmes pour tous, et qu'on peut donner des grands principes sans aller faire des choses très compliquées. Moi, j'ai pris le train tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai vu dans mon wagon? Tout le monde avait une bouteille de soda en plastique sur son truc. J'ai failli me lever en disant est-ce que vous êtes au courant que... Donc après, je ne sais pas si peut-être j'aurais été lynchée, mais en fait, l'idée, c'est qu'on peut aussi tous, autour de nous, donner des éléments simples pour essayer de faire comprendre qu'aujourd'hui, on a des connaissances sur des choses qui sont mauvaises pour notre santé et qu'on peut tous donner une information aux patients. Voilà, quel que soit notre niveau de discipline, de spécialité, voilà. Il faut juste que ce soit à peu près clair. Pardon, juste, j'avais vu un clip je crois que c'était l'Alliance Santé Planétaire qui avait fait ça, et ce que tu racontes me fait penser à ça, où c'est un patient qui va chez son médecin, il se plaint de pas mal de trucs, il a rien de très grave, mais il est un peu déprimé, il a un peu mal au dos, il se sent pas très bien, enfin, ça va pas. Le médecin lui dit, attendez, j'ai absolument ce qu'il vous faut, donc il lui rédige une ordonnance, évidemment, le patient peut pas le lire parce que les médecins savent pas écrire, c'est connu. Et donc il peut pas le lire, mais il va à la pharmacie parce que les pharmaciens ont cette faculté ils sont égyptologues, je pense, et donc ils ont cette faculté de déchiffrer les hiéroglyphes des médecins et de savoir. Donc ils donnent l'ordonnance. Ouais, c'est ça. C'est un complot des égyptologues. Ils donnent l'ordonnance au pharmacien et le pharmacien revient avec des chaussures de marche pleines de terre et voilà. Et en fait, je pense que ça illustre assez bien ces dimensions-là d'un peu restreindre la surconsommation de soins parfois et de se concentrer sur des choses et sur des déterminants plus importants pour la santé des gens. Oui. Je voulais dire quelque chose, mais c'est parti, parce que je bois les paroles de Raphaël. Je vais rebondir alors, parce que
ça, en tant que clinicienne aussi, ça me fait du bien d'entendre ce que tu dis, Véronique. Et j'ai l'impression que tout ce qui est médecine intégrative, etc., ça a une mauvaise presse, en fait. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est mal vu par beaucoup de nos confrères, quand même, beaucoup de nos consoeurs, que quand on parle d'acupuncture, d'hypnose, aujourd'hui c'est mieux, mais j'ai l'impression quand même que tout de suite on va être tagué non scientifique, etc. Et est-ce que si tu as des études à mettre dans nos références après, ça pourrait vraiment faire du bien de dire que c'est validé scientifiquement, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est toute cette mauvaise presse autour qui joue un mauvais rôle. Ah bah, il suffit de regarder PubMed et de regarder les nombres de publications sur, par exemple, Non-Pharmaceutical Intervention. Il y a des milliers de publications. Donc, on voit bien qu'il y a un véritable engouement autour de ces pratiques. Nous, encore une fois, on est assez en retard, mais si je prends l'exemple des États-Unis, qui sont pas toujours un exemple, hein, mais ils ont commencé depuis 20 ans ou même plus à créer de véritables universités où on enseigne la médecine intégrative. Donc la Duke University, c'est la Mayo Clinic, voilà, c'est quand même des endroits où il y a, je crois, des médecins qui sont tout à fait compétents, et ils ont bien compris ça au moment justement où l'explosion de toutes ces maladies chroniques est arrivée, où ils se sont rendus compte que ils auraient vraiment un petit peu des difficultés à trouver des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution vraiment dans la maladie chronique, on n'en guérit pas. Tout au plus peut-on la stabiliser, un peu l'améliorer, voilà. Mais donc on va vivre en tant que patient pendant 40 ans avec une maladie. Quelle est la réponse du médecin à partir du moment où il a donné un médicament? Il faut aussi accompagner, il faut accompagner dans toute la démarche psychologique, etc., dans toute l'acceptation, voilà. Et donc je pense que c'est à partir de ça, et notamment aussi peut-être les travaux sur la méditation, John Kabat-Zinn, donc ça date de cette époque, où il y a eu cet intérêt pour ces approches-là. Tous les pays européens s'y sont mis. Il y a des grandes traditions, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on est un peu éloigné de ça, la médecine traditionnelle chinoise où tout est en équilibre. Alors, je voudrais quand même dire un truc sur ces médecines parce que ça, c'est particulier. C'est-à-dire que nous, on soigne, quand quelqu'un est malade, on soigne un organe malade, c'est-à-dire on soigne quelque chose qui ne va pas. Alors que dans ces pratiques-là, ils équilibrent, c'est-à-dire ils potentialisent tout ce qui va bien. Et donc l'idée, c'est encore une fois d'arriver à trouver quelque chose qui fasse du bien aux patients. Je crois qu'on a beaucoup d'exemples ou de choses bénéfiques à tirer de ces approches. Et pour revenir à la situation européenne, donc si vous allez en Allemagne, par exemple, à Berlin, vous avez l'hôpital La Charité, vous avez à côté l'hôpital de médecine intégrative. En Suisse, c'est très développé, aux UK, c'est très développé. Et donc nous, peut-être qu'on souffre un tout petit peu de ce qu'on appelle notre cartésianisme. Il ne faut pas oublier que René était français, et René, il a permis un énorme champ de découvertes, et c'est très très bien d'avoir séparé, classé, divisé tout. Mais à un moment, il faut rassembler, il faut reconstruire. Et donc, cette reconstruction, j'ai l'impression qu'on a un petit peu encore loupé l'étape. Et au final, je crois que c'est un petit peu dans cet ordre-là qu'il faut voir cette méfiance que nous avons vis-à-vis de ces pratiques. Alors, comme tu le dis, Marine, aujourd'hui, c'est validé, mais de façon absolument totalement scientifique, que l'hypnose est efficace dans pas mal de pathologies. D'ailleurs, la HAS elle-même la met en première intention dans des pathologies de type syndrome de l'intestin irritable ou ce genre de choses. Donc, c'est simplement aussi, je crois, une méconnaissance. C'est le fait qu'on a très très peur, encore une fois, de ce qui peut se passer de grave pour nos patients. Et puis c'est peut-être un peu aussi parce que les médecins se disent, mais alors, qui va pratiquer ces approches? Ça va pas être moi. Parce que moi, je ne sais pas encore les faire. Et donc, il y a un peu cette méfiance à déléguer aussi à un certain nombre d'acteurs de santé qui vont être peut-être différents. Et c'est là où on a un énorme travail à faire. Parce que, par exemple, en Europe, il y a des health practitioners, par exemple, en Allemagne, qui sont des gens qui sont bien formés, qui ne sont pas des médecins, qui ne jouent pas aux médecins, qui ne veulent pas être des gourous, qui ne veulent pas faire partie d'une secte, mais qui ont un enseignement qui leur permet d'être vraiment associés aux médecins pour partager avec lui la bonne santé du patient et lui donner tous ses conseils. Donc déjà, ça va un peu enlever du travail au médecin, et il sait qu'il peut se reposer sur ce praticien-là. Tandis que chez nous, voilà, on ne sait pas encore très bien qui fait quoi, comment on est formé, quel est le rôle de chacun. Il y a la Miviludes. Je n'ai absolument rien à dire contre la Miviludes parce que son rôle est important, mais en toute sincérité,
qui mélange un peu beaucoup de choses parce qu'elle met tout le monde dans le même panier alors qu'il y a des praticiens déviants, comme il peut y avoir des médecins déviants, nous le savons tous. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ait plus de règles, plus de cadres et plus de définition des choses pour que tout le monde soit en sécurité. Il faut cette transparence parce que de toute façon, il y a 60% aujourd'hui des patients qui utilisent des approches dites non conventionnelles. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on se parle pour éviter justement les ennuis. Pour éviter qu'un patient qui a un cancer, lui, lui, il peut pas prendre de l'aromathérapie, c'est pas possible. Mais il faut qu'il puisse l'exprimer, le dire. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on arrive à améliorer cette transparence et cette communication. Enfin, il peut, mais en complément. Il peut, mais en complément, mais en disant, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec ce qu'il prend. Bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la mivilude ? Je ne sais pas. Oui, la mivilude, enfin, je te t'explique exactement. C'est en fait un organisme qui a été missionné pour essayer de s'attacher justement à toutes ces pratiques dites non conventionnelles et d'essayer de voir celles qui sont valides et celles qui ne le sont pas. Il y a un différentiel entre les avis de la mivilude et notamment, par exemple, les recommandations HS, puisqu'il y a un certain nombre de recommandations où les pratiques non conventionnelles qui sont pourtant décriées par la mivilude font partie des pratiques. Ce que je veux dire, c'est qu'elle prend un peu son rôle de gendarme trop à cœur en mettant un peu tout le monde dans le même panier. Il faut faire gaffe, il faut avoir des gens qui sont des gens qui font attention, qui vraiment essaient de trier le bon grain de livret, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà. Je crois que c'est mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc, il ne s'intéresse pas que aux questions de santé, mais par contre, il s'intéresse, dans le cadre des questions de santé, à des pratiques. Par exemple, il y a eu beaucoup de bruit autour du crudivorisme récemment et des gourous ou des charlatans qui vendaient à des patients, parce que il y a aussi une grande détresse des patients d'accéder au système de soins conventionnel. Hein. Il y a aussi ça qui est derrière, c'est-à-dire qu'il y a un manque de praticiens, donc on n'a pas accès forcément à un médecin et donc on se retrouve face à d'autres professions qui sont effectivement sous-régulées, donc certains sont très bien et certains sont dangereux. Et donc, je réinsiste sur ce que tu disais tout à l'heure, mais le côté scientifique de la chose est très important et du coup, le cadre législatif doit suivre. Et voilà, il y a effectivement des risques quand même pour certaines pratiques ou certains praticiens d'éloignement comment dire, du parcours de soins conventionnel, quoi. Donc, faut faire attention. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Véronique, notamment ce qui se fait au-delà de nos frontières, il y a un exemple qui est intéressant, qu'on pourrait appeler un peu de médecine à la fois préventive et intégrative étendue, où en Californie, des barbiers ont été formés pour étendre un peu le diagnostic, notamment pour la détection et de la veille précoce pour le diagnostic des pathologies cardiovasculaires. Et apparemment, la détection marche très bien. Ils sont apparemment parfois même meilleurs que les pharmaciens ou que les professionnels de santé. Et donc, c'est une veille qui est très intéressante. Et parce que là, on a un peu dressé tout ce qui existait à l'heure actuelle en termes de médecine préventive et intégrative. Mais dans ce qu'on pourrait faire en termes d'innovation sur ces aspects-là, est-ce que ce genre d'innovation vous semble pertinente? Est-ce que vous en avez d'autres en tête dans les leviers d'action qu'on aurait envie d'activer pour faire évoluer les choses dans ce sens-là, quoi? Je dirais que c'est pas très original. Le premier levier d'action, c'est la formation, et donc le module pédagogique en ça a un rôle essentiel. Il faut cet effet de ruissellement. Alors effectivement, c'est cet exemple des barbiers, c'est quelque part une transmission de savoir à une communauté qui va pouvoir aller toucher le reste de sa communauté, qui est peut-être parfois non accessible, et donc on peut rentrer aussi dans la question des inégalités sociales en santé. Mais vraiment, la clé de voûte, c'est la formation dans un premier temps. Si vous sensibilisez pas les professionnels de santé à ces thématiques, comment voulez-vous qu'ils aient derrière l'idée, l'envie d'être innovants en fait sur cette question-là? Donc, ce qu'on dit depuis le départ, c'est de sortir du soin, uniquement du soin par rapport à une pathologie et notamment aiguë, et c'est vraiment d'avoir une approche dans laquelle on intègre complètement la prévention, et donc c'est par là qu'on doit former. Et la santé environnementale est
est une chance incroyable en fait, parce que elle vient finalement cristalliser plein d'éléments sur lesquels on se pose déjà des questions. Il y a, autour de moi, et je pense que tout le monde le connaît, il y a beaucoup de médecins qui sont en crise un petit peu de quelle doit être leur pratique aujourd'hui, comment ils doivent repenser leur manière de consulter et d'apporter quelque chose. Et donc, ça passe par la formation. Il y a sans doute plein d'autres actions et je laisse mes collègues trouver d'autres solutions, d'autres leviers. Je rebondis juste, mais ce que tu dis, je trouve ça super pertinent parce que je pense juste du fait des limites planétaires qui sont en train d'être dépassées et du fait de leurs conséquences sur la santé humaine, là on n'a plus le choix que de changer, alors que sur les maladies chroniques, on pouvait faire le choix d'ignorer le microbiote, etc. Alors que là, on n'a plus le choix et du coup c'est vrai que ça met en évidence tous les autres soucis qui étaient sous-jacents mais qu'on ne voulait pas voir parce que ça demande un grand changement, je pense. En fait, je reviens à quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, mais j'ai insisté un petit peu là-dessus parce que vous avez vu qu'on a parlé tout le temps d'intégration. C'est-à-dire d'intégratif. Je voulais insister sur le fait des mots parce que c'est important dans le vocabulaire un peu de tous les jours. Les médecines dont on parle sont quelquefois qualifiées d'alternatives. Et ça, je voudrais que ce soit un mot qu'on oublie. Il n'est pas approprié. On ne peut pas alterner. On peut éventuellement, dans le cadre de la préservation de sa santé, utiliser juste ces approches-là. On va bien, tout va bien, donc il n'y a pas besoin d'utiliser des médicaments. Mais dès qu'on est malade, bien évidemment qu'on est dans l'intégration. Et l'alternative ne se fait que quand effectivement, comme tu le disais, quelquefois on n'a pas accès. Et là, c'est compliqué. Il faut vraiment, voilà. Donc c'est vraiment un mot qu'il faut essayer de ne pas utiliser, de s'en méfier totalement. Il faut rester sur intégratif. Je rebondis juste, donc on a identifié un levier d'action avec la formation, comme tu le disais David, mais donc ça sera pour les étudiants qui sont pas encore professionnels de santé, et pour ceux qui sont déjà en activité, est-ce que vous avez des idées sur comment les former aussi? Enfin, il y a la formation continue, il me semble, mais comment eux ils vont est-ce qu'ils vont pas avoir une crise un peu identitaire de leur métier, puisqu'il faut qu'ils revoient un peu leur manière d'exercer? Comment faire pour les aider? Là, je pense qu'il y a énormément d'aspects et je laisserai notamment Raphaël peut-être proposer parce que là, il y a tout le modèle qui est à revoir, et notamment le modèle de rémunération aussi, parce que je pense que c'est une des clés. Cette rémunération à l'acte, elle pose beaucoup de questions par rapport à ces nouvelles approches qu'on veut mettre en place. Pour autant, il y a une vraie prise de conscience. Il y a quand même le Collège national des médecins généralistes, comme tu l'évoquais, a eu pas mal à proposer des pistes. Aujourd'hui, il y a des guides qui sont proposés en cabinet pour essayer d'aborder ces thématiques-là. Donc, on est dans la phase de sensibilisation, peut-être pas encore dans la phase de formation continue. Je dirais que c'est l'étape d'après. Effectivement, il faut commencer par la formation initiale. Je crois que c'est la première des choses à mettre en place. Et après, une fois qu'on a cette formation initiale, pourquoi pas proposer. Mais de toute façon, il y a des outils de formation qui seront tout à fait adaptés à tous les publics. Je dirais qu'aujourd'hui, qu'on soit déjà médecin en activité ou qu'on soit étudiant en filière santé, on est à peu près au même niveau et donc on peut passer les mêmes messages. Donc ne pas multiplier non plus les formations, et là encore c'est une chance. La santé environnementale arrive un peu et apprend des erreurs des autres, et donc il va falloir essayer de mutualiser nos forces pour avoir des formations, des messages communs. Peut-être juste un peu plus de prise de conscience justement des organismes qui pourraient nous aider, les conseils de l'ordre, les ARS, parce que tous ces outils dont tu parles, de santé planétaire par exemple, qui est vraiment extrêmement bien fait, ils sont pas promus, ils sont pas assez promus, ils sont pas connus des médecins généralistes. Je pense qu'il faudrait vraiment en faire une vraie publicité et faire en sorte que chaque médecin ait quasiment obligatoirement une formation sur ces données-là. Ça me paraît vraiment fondamental. C'est complètement ça. Je pense que aujourd'hui, les financements, souvent, sans rentrer dans des détails techniques, mais sont souvent là pour l'innovation et donc pour la création d'un outil pédagogique. Mais finalement, on finance assez rarement des gens qui veulent juste étendre l'outil et faire prendre connaissance à un maximum de public. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des points extrêmement importants, c'est qu'il va falloir donner des moyens pour que sur les territoires, on puisse diffuser ces formations auprès des publics concernés.
On va peut-être faire une petite... on va clôturer un peu cette partie-là et dévier un peu sur la partie du rapport de la médecine, notamment préventive et intégrative, au numérique, parce que là c'est un enjeu dont on parle beaucoup, de plus en plus je pense, et c'est un domaine qui est particulièrement séduisant, notamment avec le pouvoir prédictif que ça peut engendrer, et savoir si voilà ces outils numériques de gestion des données, d'intelligence artificielle, de gros flux de serveurs, etc., et une direction qui, d'une part, est pertinente d'un point de vue médical et pertinente d'un point de vue, enfin souhaitable d'un point de vue environnemental. Je suis pas du tout expert du sujet. Mon sentiment pour en entendre parler à différentes occasions, c'est que dans numérique en santé, c'est un fourre-tout où on trouve vraiment des choses très très différentes. On peut parler de données individuelles de santé, et là il y a des enjeux de sécurité des données, de transparence, de communication entre les professionnels, etc. On peut parler de télémédecine, téléconsultation et d'enjeux d'outils de communication qui peuvent être utilisés notamment dans la lutte contre les déserts médicaux, sans rentrer dans le fait que ce soit opportun ou pas, mais voilà. On peut parler d'intelligence artificielle, et là, intelligence artificielle, en fait, c'est l'empilement de modèles mathématiques, c'est pas un truc très compliqué en soi, mais ça peut être utilisé dans plein de choses. Ça peut être utilisé notamment dans la recherche, c'est surtout là que l'utilisation est faite aujourd'hui. Ça peut être utilisé éventuellement dans l'innovation, dans l'innovation de certains produits de santé qu'on appelle des dispositifs médicaux et qui peuvent avoir recours à de l'intelligence artificielle, notamment dans certains logiciels et des choses comme ça. Voilà, on peut parler de données de santé pour la recherche. Donc en fait, le terme de numérique en santé veut pas dire grand-chose. Mon interprétation pour l'instant, c'est numérique, c'est un outil. Il peut être utilisé dans plein de choses, et donc ça ne préroge en rien de savoir si son utilisation dans tel ou tel domaine est opportune ou non. Voilà. Mais je n'ai pas plus à dire sur le sujet, malheureusement. Ok, est-ce qu'on a connaissance de structures qui pourraient arbitrer une structure un peu éthique de développement justement de ces techs? Parce que je veux dire, dans le monde de l'innovation médicale, ça foisonne dans tous les sens. Et des fausses bonnes idées, au moins autant, si ce n'est plus, que des vraies bonnes idées qui pourraient vraiment faciliter la pratique, qui soient vraiment vertueuses. En fait, je pense... je suis pas sûr qu'il faille de nouvelles structures. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand on a commencé la table ronde sur le fait que on voit l'émergence de maladies chroniques, la part de maladies chroniques a énormément augmenté, etc. La part de maladies chroniques a augmenté parce qu'on a fait diminuer aussi beaucoup la part de maladies aiguës. L'espérance de vie à la naissance au début du XXe siècle, c'est 35 ou 40 ans en Europe. C'est pas non plus totalement anodin. Donc la médecine technologique et les outils qu'on a mis en place de médecine conventionnelle n'ont pas été totalement inutiles. Je parle même pas du taux de mortalité infantile, etc., où on a fait des progrès quand même assez considérables. Faut pas remettre tout ça en cause. Ce qui a permis de développer ça d'un point de vue institutionnel et du point de vue de la gouvernance, c'est qu'on s'est donné des outils pour savoir qu'est-ce qu'on veut financer. Quand je dis financer, c'est pas avec de l'argent, mais sur quoi on veut mettre des moyens. Ces outils, ça va être justement des outils comme les QALY, donc des indicateurs de qualité de vie, d'années de vie en bonne santé, etc. Je pense qu'il faut garder ces outils, y compris dans le développement de nouvelles technologies numériques ou pas. C'est-à-dire ne pas se poser la question de savoir ça a l'air innovant, donc je vais mettre de l'argent dessus, mais simplement se dire une fois que je l'évalue, qu'est-ce qui me fait, quel est son bénéfice, et est-ce que son bénéfice, je peux le quantifier, et si je peux le quantifier, à ce moment-là, je sais les moyens que je vais mettre dessus. En fait, c'est de l'allocation de moyens. On a des moyens et des ressources limitées, on a la contrainte environnementale qui s'ajoute à ça. Donc toute la question, c'est l'allocation de ces moyens, et la bonne allocation de ces moyens, et pour ça, la médecine conventionnelle, et notamment alors là je prêche pour ma paroisse, mais les méthodes de recherche qui ont permis d'optimiser l'allocation des moyens disponibles a permis quand même de faire des progrès assez considérables en termes d'espérance de vie en bonne santé. Donc je pense qu'il faut rester quand même sur cette lancée. Ça, pour le coup, c'est un acquis qui me semble important.
Oui, par rapport à la question sur le numérique, je pense qu'elle est effectivement très complexe. Je dirais que comme toute technologie, ce qu'il faut surtout pas, c'est la mettre en avant et se poser la question après de j'ai cette jolie technologie et qu'est-ce que je vais en faire? C'est prendre le problème à l'envers. C'est un outil uniquement. Donc, on doit, en recherche, mais de manière générale, on doit d'abord avoir sa question. Et une fois qu'on a sa question, on va chercher les moyens. Et là, pour le coup, le numérique peut avoir toute sa place s'il est pertinent et qui permet de gagner quelque chose. Et souvent, ce que tu évoques a du sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, probablement, et que ce soit dans le monde de la recherche, mais probablement dans le monde de l'innovation en général, on met en avant un outil formidable. Et derrière, on propose finalement une avancée qui est assez faible. Et donc là, le risque dans ce cas-là, c'est effectivement d'avoir une consommation. On parle de santé environnementale et de décarbonation. C'est de consommer des ressources considérables pour aboutir à quelque chose qui a très peu d'intérêt. Donc c'est là-dessus qu'il faudra faire très attention. Et puis, on évoquait l'intelligence artificielle qui effectivement compte beaucoup sur l'intelligence des hommes au départ et la construction de l'outil. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas encore assez mature pour servir dans le soin, dans la prévention. Elle est encore à l'étape d'essayer de traiter des données pour essayer de trouver des nouveaux facteurs de risque, d'essayer de... L'exposome fait partie des éléments qui sont étudiés par justement ce numérique et cette intelligence artificielle. Alors oui, on peut sans doute allouer des moyens, mais il faut vraiment que ça ait du sens dans ce cas-là. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a des arbitrages à avoir très importants. D'autant plus que dans ces arbitrages, il faut prendre en compte le fait que potentiellement à moyen terme, sur les perspectives un peu de réduction d'accès à l'énergie, il ne faudrait pas se rendre dépendant de technologies dont on pourrait être plus ou moins rapidement privé à l'avenir, j'imagine. Oui, puis un élément auquel je pense supplémentaire, il y a eu beaucoup de travaux autour des fouilles de données, et notamment des détections d'événements qui surviennent. Et assez souvent, alors je vais pas dire que ça ne fonctionne pas, hein, mais assez souvent, quand on détecte quelque chose, on est assez en retard par rapport à ce que l'humain a trouvé lui-même, hein, que ce soit dans les pathologies infectieuses. Hein, souvent, quand on va voir les urgentistes, ils sont un peu au courant déjà qu'il y a la grippe. Hein, et il n'y a pas besoin d'avoir les indicateurs numériques qui vont le donner ou épidémiologiques. Alors, ça a tout son intérêt, l'épidémiologie, c'est pas la question. Hein. Mais c'est pareil, on a fait des tentatives sur les axes de toxicologie environnementale, de fouilles de données, et puis derrière d'essayer de détecter. C'est très compliqué en fait, hein, c'est très compliqué. Donc rien ne vaut des personnes alertes et bien formées et des fonctionnements en réseau et de la pluridisciplinarité. Et je pense que ça reste aujourd'hui notre force la plus importante. Peut-être juste un truc tu parlais sur la dépendance qu'on pourrait avoir à des outils numériques qui reposent sur une consommation énergétique. L'essentiel de la consommation, alors pour le coup on a travaillé dessus avec le Shift Project sur les émissions de carbone et la consommation énergétique dans le système de santé. Le numérique, c'est quelque chose qui progresse très fort en termes d'impact carbone, notamment par sa consommation énergétique, mais c'est pas le plus alarmant. Je dirais, loin derrière les médicaments. Et pour le coup, en termes de question d'indépendance, même si l'indépendance dans un monde comme le nôtre, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de souveraineté absolue, encore moins dans le médicament et encore moins dans l'énergie. Donc, faut sortir cette idée de la tête qu'on peut avoir un système de santé souverain. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, pas celui qu'on connaît. Mais c'est vrai des autres secteurs aussi. Hein. Je pense qu'on est dans un monde mondialisé, donc c'est comme ça. Mais par exemple, le secteur du médicament, très émissif, très consommateur d'énergie et de ressources, qu'on n'a pas forcément, qu'on peut pas forcément produire localement. C'est d'autant plus vrai que certaines industries du médicament produisent des traitements qu'on ne pourrait même pas produire en France, pas parce qu'on n'a pas les ressources ou parce qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, mais simplement parce que nos normes environnementales nous l'interdisent. Pourtant, on les consomme, ces médicaments.
on les consomme, mais on refuse de les produire chez nous tellement l'industrie derrière est sale. Voilà, ça pose des questions. C'est pas des médicaments anodins, hein. Ça va être des corticoïdes, par exemple. Les corticoïdes en général pourraient pas tellement être produites en Europe du fait de la saleté de ces industries. Alors, t'es rhumatologue, je pense que les corticoïdes, si je te prive de ça risque d'être compliqué. Voilà. Non mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a quand même des enjeux. Alors, il y a beaucoup d'opportunités. On a parlé de beaucoup d'opportunités. Il y a aussi des contraintes à prendre en compte et des enjeux assez vertigineux derrière aussi. Donc voilà, je remets un peu de pessimisme dans cette table ronde. Pardon. Moi, j'avais envie de revenir sur l'aspect formation qu'on avait évoqué tout à l'heure. Donc là, dans ce module, on s'est appliqué avec Marine à essayer de transmettre vraiment une vision systémique, une vision évolutive, une vision complexe et nuancée pour qu'on arrive vraiment à avoir une vision globale de tous les enjeux. Mais il y a peut-être un aspect qui a été moins développé et sur lequel je vais te redonner la parole. Tu es un peu spécialisé quand même, c'est l'aspect méthodologie et donc le rapport, la connaissance méthodologique pour comprendre les données qu'on manipule, les savoirs qu'on manipule et avoir un peu de recul par rapport à ces enjeux-là aussi, quoi. Ouais, c'est des questions difficiles, la méthodologie. Effectivement, je travaille beaucoup. Enfin, je suis méthodologiste, donc c'est l'une de mes casquettes. Mais ça va être difficile parce que, en fait, on manipule des interventions, les interventions non médicamenteuses, qu'on n'a pas l'habitude, sur lesquelles on n'a pas l'habitude de faire de la recherche. La recherche, classiquement, elle porte justement sur des interventions qui sont souvent des médicaments, et donc on fait des essais cliniques. Sur des interventions non médicamenteuses, c'est plus difficile à mettre en évidence, et parfois les objectifs qu'on recherche vont être des objectifs type pas forcément aussi durs que ce qu'on recherche avec le médicament classiquement. Typiquement, un médicament contre le cancer, ce qu'on veut, c'est prolonger la durée de vie et éventuellement la qualité de vie des patients. Avec des approches non médicamenteuses, on va essayer d'optimiser un parcours de soins, de diminuer une consommation médicale et donc d'avoir plus de ressources à allouer à autre chose. Et ça, c'est des choses qui sont plus compliquées à mesurer et qu'on a moins l'habitude de manipuler. Ensuite, les enjeux méthodologiques, c'est ce dont je parlais un peu, dont on a parlé un peu tout à l'heure. C'est des enjeux qui font que soit on travaille dans un contexte expérimental où on peut faire des essais randomisés, c'est-à-dire avoir deux groupes qu'on compare et qui sont tirés au sort, et donc on sait que la différence qu'on va pouvoir mettre en évidence entre ces deux groupes est liée à l'intervention ou à l'absence d'intervention. Soit on travaille sur des données de vie réelle qui sont plus intéressantes, plus riches, notamment avec des questions aujourd'hui de collecte de données plus systématiques et dont on possède ces données, mais elles posent des enjeux méthodologiques beaucoup plus complexes parce qu'on va retrouver des associations entre plusieurs phénomènes, notamment entre le fait d'avoir subi une intervention, qu'elle soit médicamenteuse ou pas d'ailleurs, et un outcome ou un résultat particulier. On va retrouver ces associations, mais comme ce n'est pas dans un contexte expérimental randomisé, il sera très difficile d'isoler la part causale de cette association et donc de savoir si c'est vraiment l'intervention qui a amené à ce résultat ou d'autres facteurs. Et donc ça pose des challenges d'un point de vue méthodologique. Les méthodologistes, comme les autres ressources médicales, sont une ressource rare et voilà, du coup utile, j'espère. De tout le monde, des experts en méthodologie, ne serait-ce que d'être alerté sur ces réalités-là et de ce que veut dire une étude scientifique, comprendre la méthodologie derrière et l'appréhender avec un peu de recul, justement. Ça permet aussi d'avoir du recul sur pas mal d'autres aspects, je pense, dans la pratique. Oui, absolument. Après, heureusement, pour les praticiens, il y a quand même... certains éditeurs font quand même beaucoup de travaux. Je pense par exemple à la revue Prescrire, qui compile énormément de travaux sur les médicaments. À ma connaissance, c'est plutôt de très bonne qualité et ça permet de fournir aux praticiens des outils pour savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui l'est moins. Et donc, heureusement, tout le monde ne peut pas être évidemment expert du sujet, mais d'abord savoir se référer et savoir lire au moins l'abstract d'une étude, voir s'y pencher si besoin, mais ça peut vite être difficile, et au moins prendre l'habitude de se référer à des revues comme Prescrire ou comme d'autres qui peuvent donner un aperçu global des bonnes pratiques actuelles, quoi. Voilà.
Est-ce que je peux faire une remarque de médecin qui comprend rien à la méthodologie? Alors, en revanche, il me semble que dans l'aspect justement de l'approche de l'évaluation des pratiques non conventionnelles, il y a une méthodologie aujourd'hui qui est reconnue, me semble-t-il, hein, tu me critiques, tu me diras si c'est faux, qui est en fait celle d'associer une méthodologie classique, quantitative, avec une méthodologie qualitative. Donc en fait, on est sur une méthodologie mixte, hein, qui doit apporter justement un certain nombre de réponses. Alors pour les gens purs et durs qui ont besoin d'un peu de quantitatif, c'est pas mal quand même de montrer que l'intervention non médicamenteuse, je te donne un exemple, hein, un marqueur épigénétique a pu être testé avant l'intervention et puis il est testé après. Et si on montre que ce marqueur épigénétique a chuté, on a quand même sur une preuve, on va dire cartésienne pour le coup. Mais l'approche qualitative est aussi très importante parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande de plus en plus, c'est le ressenti du patient. C'est qu'est-ce que ça veut dire soigner quelqu'un quand il a une maladie chronique? Encore une fois, c'est aussi comment il perçoit la santé que vous lui avez permis de recouvrir. C'est-à-dire, est-ce que je suis content de mes soins ou est-ce qu'on m'a soigné mais finalement on m'a tellement mal parlé que ma santé que j'ai recouvrée, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc en fait, la démarche qualitative est très importante aussi. Et donc il me semble qu'il y a quand même dans ces approches non médicamenteuses une méthodologie qui a été travaillée par un certain nombre de personnes et qui est aujourd'hui assez bien cadrée, qui associe le quantitatif et le qualitatif pour pouvoir donner... Parce que je te donne un exemple précis. Clairement qu'en hypnose, on ne pourra jamais faire de la méthodologie d'evidence-based medicine sous son pilier numéro 1, c'est-à-dire je fais... Non, on peut jamais faire ça. Parce que déjà, tu ne peux pas mimer une séance d'hypnose, c'est-à-dire tu ne peux pas faire un groupe où j'ai une intervention par hypnose et un groupe où j'ai une intervention avec de la fausse hypnose. Tu vois ? Ben non. Non, il y a des pratiques où c'est vraiment difficile de le dire. Ou non. Voilà, donc je crois qu'on n'est pas toujours... Ça peut être Je comprends ce que tu dis. Ça peut être le cas aussi, par exemple, sur des interventions chirurgicales. On ne peut pas forcément mimer n'importe quelle intervention chirurgicale et faire croire au patient qu'il a été opéré quand il n'a pas été. Pour autant, il y a des pratiques pour évaluer, il y a des méthodologies pour évaluer ça. Ce dont tu parlais avec le marqueur épigénétique tout à l'heure, ça, c'est plutôt de la recherche quantitative, certes, ou cartésienne, comme tu dis, mais ça, c'est sur de la recherche fondamentale. Moi, ce dont je parle, c'est de la recherche clinique avec un bénéfice clinique pour le patient. Et par exemple, il y a des échelles de qualité de vie qui sont validées et étudiées dans la recherche quantitative. Donc on peut très bien faire de la recherche quantitative, quantifier la qualité de vie des personnes avec... En fait, je pense qu'il faut... Enfin, je comprends ce que tu veux dire. La recherche qualitative a un intérêt certain, il n'y a aucun doute. Mais le problème qu'on peut avoir, c'est l'entrisme dont je parlais tout à l'heure de certaines pratiques va passer aussi par le fait de dire votre recherche n'est pas adaptée à ce qu'on veut faire. Je prends l'exemple de l'homéopathie. L'homéopathie, pendant très longtemps, a expliqué que la recherche quantitative ne pouvait pas être appliquée à l'homéopathie parce qu'elle se base sur le patient unique, etc. Et l'homéopathie, elle vendait des médicaments, enfin, elle vendait des pilules. C'était une industrie française. C'est encore une industrie, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle luttait pour ça, pour qu'on continue à prescrire ces gélules. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet. Hein. Il y a un truc qui s'appelle l'effet placebo, qui est tous les effets qu'on n'explique pas par la physiopathologie, qui est un effet très fort, très puissant, qui existe. Cet effet placebo, jusqu'ici, les assurances, j'allais dire l'assurance maladie, mais c'est le cas partout dans le monde, ont décidé qu'on ne payait pas de l'effet placebo, parce que l'effet placebo peut être obtenu par n'importe quelle substance. En vrai, on peut quand même évaluer quantitativement des questions de qualité de vie, et c'est important de le faire parce que, pour le bénéfice des patients, en fait, et pour ne pas laisser de côté ce truc-là. Je pense juste que ce que Véronique voulait dire, c'est que le gold standard en termes d'études, c'est l'essai contrôlé, randomisé contre placebo, et que dans l'hypnose, on ne peut pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres études. Mais je pense que c'était ça qu'elle voulait dire. Et effectivement, on ne peut pas faire de la fausse hypnose, quoi. Oui. Et j'ajouterais même ce que disait Véronique sur ces méthodologies mixtes, quantitatives et qualitatives, qu'il y a aussi aujourd'hui les sciences de l'implémentation qui sont fondamentales. Et parce qu'aujourd'hui, on est encore à ce stade de
prouver quelque part qu'une intervention est efficace mais finalement, peut-être l'essentiel derrière, c'est aussi comment on va la déployer et quels vont être les leviers et quels vont être les freins. Et donc ça, c'est vrai que c'est des sciences qui sont en plein développement et il faut totalement que ce soit intégré au monde de la santé et notamment en santé environnementale. Quand on va avoir des interventions sur des populations, il est évident qu'il faudra travailler avec ces sciences de l'implémentation qui se structurent aujourd'hui, qui ont des méthodologies qui sont rigoureuses et qui vont apporter énormément d'éléments sur finalement l'efficacité du déploiement de l'action. Et là, effectivement, les méthodologistes ont du travail pour encore quelques décennies. On va passer à la grande question pour les intervenantes et intervenants. C'est de vous demander, de vous pencher un peu sur l'exercice de comment imaginer le soignant de demain, le soignant de 2050, voilà. Vous projetez un petit peu sur comment vous aimeriez le voir. Pas comment vous projetez de le voir, mais comment est-ce que vous le souhaitez. Alors, vous avez 3 heures. Je vais me lancer. Je vais passer le côté vestimentaire 2050 avec des vêtements futuristes. Je pense que 2050, c'est vraiment, c'est dans pas longtemps. Et la direction la plus importante, c'est à mon avis la transdisciplinarité. Et elle commence à se mettre en place dans les maisons de santé. Et je crois que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. C'est-à-dire que pendant longtemps, les soignants, les différentes filières médicales ont fonctionné un petit peu en silo, et que la clé, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un projet commun, un réseau commun. Pour travailler, on revient au parcours de soins, on revient à la pertinence des soins et c'est vraiment un fonctionnement essentiel. Alors, encore une fois, l'hôpital n'a pas que des bonnes choses, mais quand on voit arriver aussi la pharmacie clinique, quand on voit les nouvelles approches, quand on voit dans certains services justement des approches non conventionnelles qui arrivent, ça, je crois que c'est vraiment extrêmement positif. Donc finalement, il n'a rien d'exceptionnel, le soignant de 2050. C'est simplement qu'il prend conscience qu'il n'est pas en capacité de tout savoir, il a son domaine d'expertise et qu'il doit s'entourer d'autres domaines d'expertise et avoir une connaissance globale et que lui, parmi cette connaissance globale, il apporte sa pierre à la réussite. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Compléter un tout petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation où on peut voir les choses de façon un peu utopique, ou alors malheureusement les choses de façon peut-être un peu plus réelle. Alors de façon utopique, j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, c'est que les jeunes auront quand même accès, en tant que soignants, à la connaissance des interventions les plus pertinentes. On a aujourd'hui des outils, justement, on disait numériques simples, mais dire les protocoles, on sait ce qu'il faut donner sur antibiotiques, on sait ce qu'il faut donner là-dessus, on sait comment il faut soigner. Donc je pense que le côté je vais avoir accès à quelle est la bonne procédure pour mon patient est de plus en plus facilité. Ça ne veut pas dire pour autant que les médecins le regardent toujours, mais en tout cas c'est facilité. Et donc j'aime bien cette phrase d'André Grimaldi qui dit en fait on est rentré dans l'ère de la 3e médecine, c'est-à-dire la médecine de la personne. Moi, je crois que le rôle du médecin, maintenant, ça va être la relation. Et vraiment, il faut qu'il soit en capacité de donner au patient tout son potentiel dans la relation. Le patient, il pourra, je crois qu'il y a des endroits aux États-Unis où maintenant presque il n'y a plus de médecin. Il suffit de cliquer sur un bouton et on sait que quand on a une coronaropathie de stade X ou Z, eh bien, le traitement recommandé, c'est ça. Mais c'est pas ça, la médecine. La médecine, c'est pas uniquement avoir accès à la bonne procédure, c'est accompagner la personne, répondre à ses questions, ses interrogations, être là. Donc c'est vraiment, je crois, il faut le temps de la formation. Alors est-ce que c'est utopique ? Ben peut-être un peu, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de malades, peu de médecins. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas forcément très simple, mais vraiment j'insiste pour dire aux jeunes. Ce qui est important, je crois que c'est la relation. Et ça commence aussi par apprendre le langage. Et moi, je suis très étonnée de voir comment les patients me racontent que des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, biologistes ou que sais-je, leur véhiculent du catastrophisme médical en permanence. On est dans des sociétés où on aime bien avoir peur de tout et on transmet ça à nos patients. Oh, madame, vous ne traitez pas votre cystite, vous allez faire une pyélonéphrite, une septicémie, vous allez perdre vos reins.
Combien de fois j'entends ce genre de choses? Donc je pense qu'il faut que ça commence déjà par apprendre à communiquer, apprendre à rassurer les gens, apprendre à donner des langages qui soient des langages de réassurance et d'autonomisation. Les gens sont pas idiots. Quand on leur explique les choses, ils les comprennent. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. On peut peut-être rappeler qu'avant l'enseignement de la médecine, c'était un enseignement de sciences humaines. Exactement. Qui est devenu complètement scientifique et peut-être un peu trop scientifique et remettre un équilibre avec les sciences humaines. Absolument raison. L'exercice le plus difficile pour toi, qui passe après tout le monde. Et après cette intervention, non, c'est pas ça. C'est que bon, moi, je persiste à penser que l'amélioration de l'état de santé sur le plan populationnel et individuel peut relever de questions scientifiques et je pense que il a été essentiellement permis par la scientifisation de la médecine quand même. J'entends que c'est voilà, c'est pas forcément c'est pas forcément exclusif évidemment, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. Je pourrais pas dire quel est le soignant idéal de demain. Ce que je pourrais dire, c'est dans quel système il devrait évoluer, et ça me serait, à mon avis, un système qui lui permette de ne plus se préoccuper de choses annexes, et notamment de questions de comment se financer, comment il est rémunéré, etc., mais que ses intérêts soient, de par un système adapté, alignés avec les intérêts du patient. C'est un peu toute la difficulté. Alors ça, il y a des écrits énormes là-dessus en économie de la santé. C'est toute la difficulté d'un système de santé et d'un régulateur de soins, c'est de permettre d'aligner les intérêts, de par le système de financement, de permettre d'aligner les intérêts du médecin et les intérêts du patient. C'est un vrai challenge, mais il y a des pays qui le font mieux que nous, et je pense qu'on pourrait faire mieux. Et même s'il n'y a pas il y a nulle part ça n'est parfait, il y a quand même des améliorations à faire là-dessus. Peut-être dire un tout petit mot aussi sur la façon que nous avons de consommer du soin. Et là, c'est l'éducation aussi des citoyens qu'il faudrait essayer de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être à cause du fait qu'il y a de moins en moins de médecins, et aussi à cause du fait qu'on veut obtenir une réponse toujours extrêmement rapide au moindre problème, on va vers des systèmes de soins qui sont des urgences. Voilà, on perd un peu cette notion du médecin qui vous connaît et qui est en capacité de savoir finalement détecter ce qui est important, ce qui l'est pas, ce qui vraiment vous... Voilà. Parce que on veut, encore une fois, une réponse immédiate. Et donc, alors c'est dû à la fois au système, c'est dû à la fois à la société, c'est dû à la fois au fait qu'il n'y a pas assez de médecins, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment redonner son rôle aux médecins traitants, aux médecins référents, de façon à ce qu'il y ait toute cette confiance qui reste et qu'on s'éloigne de cette consommation de soins. Voilà. Utilisez moins bien. Je suis entièrement d'accord avec cette intervention. Je vais finir en essayant de résumer tout ce qu'on s'est dit. Je vais commencer par rebondir sur ce que tu avais dit, Raphaël, et je trouve ça très important de le rappeler, à savoir que la médecine moderne a énormément fait progresser l'espérance de vie au XXe siècle. Donc, il faut pas effectivement tout rejeter, et que là, on arrive à des premiers chiffres où là, elle commence à rebaisser avec l'obésité notamment aux États-Unis, mais aussi chez nous. Et donc, comme on l'a vu, la santé souffre de quelques pathologies, mais que nous avons des outils pour permettre d'aller vers une meilleure santé. Nous avons des traitements, rassembler des acteurs autour d'une cause commune, collaborer entre nous, sensibiliser la population, sensibiliser les patients, décloisonner les filières, décentraliser la santé aussi. La santé, c'est pas que à l'hôpital, ça peut être chez les barbiers. Donc décentraliser la santé, mais recentrer la santé sur le patient et le réintégrer dans son environnement humain, social. Et pour ça, il faudra des moyens humains et du temps, qui est peut-être la ressource dont nous manquons le plus aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose qu'il n'aurait pas dit ou non? Bon, je vais conclure avec une citation, vu que j'ai commencé avec 2 citations, pour donner un peu de courage. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Merci.